Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, ce 28 décembre, les Guinéens sont appelés aux urnes pour le compte de l'élection présidentielle. À quelques heures du scrutin, les organisateurs sont face à la presse pour apporter plus de détails sur les contours de cette élection. Tous les acteurs impliqués dans le processus étaient présents. Fin abouquée de la campagne du Fonds de développement social et de l'indigence, les malades indigents sont entrés en possession de leur titre de prise en charge sanitaire. L'idée est d'assister les plus démunis en termes de soutien sanitaire. Protection des mineurs dans les lieux de loisirs, les acteurs impliqués se retrouvent et discutent des voies et moyens pour faire respecter la loi et garantir aux enfants un environnement de loisirs sain. C'est tout pour les titres. Bonsoir et vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information que nous ouvrons par ces décrets. Décret dit 2025-0265 PRG SGG portant promulgation de la loi organique LO 2025-045 CNT portant détermination des emplois civils auxquels le Premier ministre nomme le président de la République, vu la Constitution, vu l'avis consultatif numéro 43 de la Cour suprême en date du 27 décembre 2025, décrète, article 1er, est promulguée la loi organique LO 2025-045 CNT portant détermination des emplois civils auxquels le Premier ministre nomme. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 27 décembre 2025, signé président Mamadi Doumbouya. Décret dit 2025-0266 PRG SGG portant promulgation de la loi organique LO 2025-042 CNT fixant la liste des fonctions civiles auxquelles le président de la République nomme. Le président de la République, vu la Constitution, vu l'avis consultatif numéro 42 de la Cour suprême en date du 27 décembre 2025, décrète. Article 1er. Est promulguée la loi organique LO 2025-042 CNT fixant la liste des fonctions civiles auxquelles le président de la République nomme. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 27 décembre 2025, signé président Mamadi Doumbouya. Décret dit 2025-0267 PRG SGG portant promulgation de la loi ordinaire L 2025-044 CNT portant règles relatives à l'exercice du pouvoir réglementaire du Premier ministre. Le président de la République, vu la Constitution, vu l'avis consultatif numéro 045 de la Cour suprême en date du 27 décembre 2025, décrète. Article 1er. Est promulguée la loi ordinaire L 2025-044 CNT portant règles relatives à l'exercice du pouvoir réglementaire du Premier ministre. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 27 décembre 2025, signé président Mamadi Doumbouya. Décret dit 2025-0268 PRG SGG portant promulgation de la loi ordinaire L 2025-043 CNT fixant la liste des autres titulaires de fonctions soumis aux dispositions de l'article 79 de la Constitution. Le président de la République, vu la Constitution, vu l'avis consultatif numéro 44 de la Cour suprême en date du 27 décembre 2025, décrète. Article 1er.
est promulguée la loi ordinaire L 2025-043 CNT fixant la liste des autres titulaires de fonctions soumis aux dispositions de l'article 79 de la Constitution. Article 2. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal officiel de la République. Conakry le 27 décembre 2025, signé président Mamadi Doumbouya. À la une de l'actualité ce soir, il arrive un moment où une nation cesse de subir sa politique pour commencer à la maîtriser. La Guinée vit aujourd'hui ce moment. Depuis le 5 septembre 2021, le pays s'est engagé dans une refondation sociale, économique et politique portée par une ambition claire, réconcilier l'État avec le peuple et installer durablement la paix démocratique. Voici cet éditorial réalisé par la DCI. Il est signé Fatmata Kourouma. Il est des moments rares dans l'histoire d'une nation où le temps politique cesse d'être une suite de crises pour devenir une trajectoire. La Guinée vit aujourd'hui l'un de ces moments. Depuis le 5 septembre 2021, sous la conduite du président Mamadi Doumbouya, le pays s'est engagé dans un vaste chantier de refondation structuré autour de 3 axes prioritaires: le social, l'économique et le politique. 3 piliers, une seule ambition: réconcilier l'État avec le peuple et le pouvoir avec le sens. La refondation sociale a d'abord consisté à remettre l'humain au centre de l'action publique. Dans un pays longtemps éprouvé par les fractures, il fallait réparer les injustices, apaiser les mémoires et restaurer la dignité. Dialogue social, reconnaissance des victimes, attention portée aux couches vulnérables, réhabilitation du mérite et de la compétence, l'État a progressivement retrouvé son rôle de protecteur et d'arbitre. Ce socle social était indispensable. Sans lui, aucune réforme durable ne pouvait tenir. Sur le plan économique, la refondation a signifié une rupture claire avec les logiques de prédation et d'improvisation. Assainissement des finances publiques, gouvernance plus rigoureuse des ressources, volonté affirmée de transformer localement les richesses nationales. La Guinée a commencé à parler le langage de la souveraineté économique et de la responsabilité. L'économie n'est plus une promesse abstraite. Elle devient un levier de projection, un outil de justice intergénérationnelle. Mais c'est sur le terrain politique que la refondation prend toute sa dimension historique. Car il ne s'agissait pas seulement d'organiser des élections. Il fallait d'abord refonder les règles du jeu, restaurer la confiance, désacraliser la violence politique et réapprendre à faire de la divergence une richesse plutôt qu'une menace. Les réformes engagées ont conduit, étape après étape, à l'organisation d'un référendum constitutionnel, puis à une campagne présidentielle d'un genre nouveau. Une campagne sans heurts, sans mort, sans chaos sur l'ensemble du territoire national. Une première dans l'histoire politique guinéenne et, osons le dire, une rareté dans l'espace politique africain contemporain. Durant cette période électorale paisible, au sens le plus large du terme, les candidats en lice ont mené leur campagne librement. Ils se sont parfois croisés, parfois opposés, mais sans que la confrontation ne dégénère. La parole a remplacé la pierre, l'argument a pris le pas sur l'invective. Une nouvelle maturité politique s'est imposée, presque naturellement. Ce climat n'est pas un hasard, il est le fruit d'une volonté politique claire, celle de garantir un espace de gouvernance participative équitable et apaisé. Nous sommes désormais à quelques heures de l'exécution de la dernière étape du chronogramme pour le retour à l'ordre constitutionnel. Un moment solennel, un moment de responsabilité collective. Le vote n'est pas qu'un droit,
C'est un acte de confiance envers la nation elle-même. Citoyennes, citoyens, allez voter pour le candidat de votre choix en toute tranquillité, en toute liberté et en toute transparence. Votez sans peur, votez sans pression, votez avec la conscience tranquille de participer à une page qui comptera. Car une élection ne se mesure pas seulement aux urnes, mais à la paix dans laquelle le peuple choisit son destin. Et aujourd'hui, la Guinée choisit dans le calme pour l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. C'est déjà une victoire. Au palais Mohamed V, le chef suprême des armées, le président Mamadi Doumbouya, a présidé ce samedi le 3e Conseil supérieur de défense nationale. Lors de cette rencontre, le chef de l'État a donné des instructions fermes aux forces de défense et de sécurité afin de se mobiliser pour faire barrage aux esprits réfractaires qui manifesteraient des velléités de sabotage lors du processus en cours. Oumar Bari. À quelques heures du scrutin présidentiel du dimanche 28 décembre 2025, le chef suprême des armées, le président Mamadi Doumbouya, a présidé ce samedi au palais Mohamed V la 3e session du Conseil supérieur de défense nationale, CSDN. La rencontre était strictement axée sur la continuité de l'État afin de féliciter et encourager l'ensemble des acteurs pour le travail réalisé durant cette campagne qui s'est bien déroulé et de leur demander de redoubler d'efforts dans l'intérêt exclusif du peuple souverain de Guinée. L'objectif était de rassurer sur l'ensemble du dispositif sécuritaire et de défense mis en place pour la tenue régulière de l'élection présidentielle. Le chef de l'État, son Excellence, M. Mamadi Doumbouya, entouré du Premier ministre chef de gouvernement Amadou Ouriba, du ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, du ministre directeur de cabinet de la présidence Djiba Diakité, de la haute hiérarchie militaire et des membres du gouvernement, a rassuré sur les dispositions prises pour la bonne tenue de l'élection présidentielle de ce dimanche. Il a félicité l'esprit d'ouverture et de paix qui a caractérisé le déroulement de la campagne électorale, rassurant que le processus électoral entamé à travers le référendum constitutionnel du 21 septembre dernier se poursuivra comme prévu avec les autres échéances électorales inscrites dans le calendrier. Le président Mamadi Doumbouya a donné des instructions fermes aux forces de défense et de sécurité afin de se mobiliser pour faire barrage aux esprits réfractaires qui manifesteraient des velléités de sabotage du processus en cours, réaffirmant ainsi avec force que rien n'arrêtera ce processus électoral. Enfin, le chef de l'État a instruit l'ensemble des parties prenantes à jouer pleinement leur rôle pour que le scrutin se déroule dans la paix, permettant ainsi à chaque citoyen guinéen d'exercer librement son droit de vote en toute quiétude et de vaquer paisiblement à ses occupations. Et puis ce communiqué du poste de commandement opérationnel de sécurité intérieure. Le samedi 27 décembre 2025 à 4 heures du matin, sur la base de renseignements fiables, les services de sécurité ont mené une intervention ciblée dans une concession de la banlieue de Conakry où un groupe armé était présent, animé par des intentions subversives menaçant la sécurité nationale. Cette opération a permis de neutraliser complètement le groupe et d'interpeller les individus impliqués après plusieurs échanges de tirs. À cet effet, une enquête judiciaire est en cours pour identifier toutes les ramifications de cette affaire et établir les responsabilités conformément aux lois en vigueur. Le commandant des forces de sécurité intérieure rassure la population qu'aucune menace immédiate ne pèse sur elle. Il invite les citoyens à conserver leur calme, poursuivre
poursuivre normalement leurs activités et à maintenir une collaboration responsable avec les forces de défense et de sécurité. Il félicite par ailleurs l'ensemble des unités engagées pour leur professionnalisme, leur réactivité et leur sens élevé du devoir dans la protection des personnes et des biens. Fait à Conakry le 27 décembre 2025, le haut commandant général de corps d'armée Bala Samoura, grand officier de l'Ordre national du mérite. Réunis en plénière ce vendredi, les conseillers nationaux ont adopté 5 textes de loi. Parmi ces textes figure la loi portant autorisation exceptionnelle de perception des recettes publiques et reconduction des crédits budgétaires de l'exercice 2025, une démarche législative qui permet à l'État de poursuivre le paiement des dépenses essentielles liées au fonctionnement administratif, aux salaires et aux obligations légales. Robert Siditorno. Ce sont 5 textes de loi qui ont fait l'objet d'examen et d'adoption au cours de cette plénière. Le premier, au contenu sobre et clair, porte sur la délibération exceptionnelle des perceptions des recettes publiques et reconduction des crédits budgétaires de l'exercice 2025. Son adoption à la majorité des conseillers nationaux présents révèle d'une nécessité impérieuse de garantir la continuité du fonctionnement de l'État et ses services en l'absence de l'adoption définitive de la loi des finances exercice 2026 avant le 31 décembre, conformément à l'article 125 de la Constitution. Les circonstances exceptionnelles n'ont pas permis au gouvernement de déposer la loi initiale des finances pour l'année 2026. Si cette loi n'est pas votée, la conséquence c'est que l'administration ne pourra pas financer le fonctionnement des services publics. Conséquemment, les travailleurs seront sans salaire, les pensionnés seront sans leur pension. La Constitution, heureusement, a prévu une procédure par laquelle il faut sortir de cette difficulté-là. C'est de prendre une loi autorisant la reconduction du budget de 2025 pour permettre que dans les 3 premiers mois, le gouvernement puisse fonctionner correctement. La deuxième loi adoptée est relative à la fixation de la liste des emplois civils auxquels le président de la République nomme. Cette loi vient répondre à l'exigence fondamentale de la gouvernance transparente et démocratique. Dans un régime dit militaire et transitoire qui prend quand même le courage de limiter les prérogatives de nomination du chef de l'État dans une loi. Certes, on dit que ça va très loin, mais ça pourrait ne même pas figurer dans une loi et à ce moment-là, il nomme qui il veut, où il veut, comme il veut. Mais c'est une loi de courage qui dit que le chef de l'État assume pleinement, en tout cas dans cette phase d'élaboration des normes qui vont conduire notre pays vers une démocratie ouverte et vers un développement durable, que nous acceptons, avec votre concours bien entendu, d'élaborer une loi qui encadre le pouvoir réglementaire du chef de l'État. Quel que soit le niveau où cette proposition de loi, où ces nominations vont, c'est quand même restrictif. Autre loi adoptée, celle relative à l'exercice du pouvoir réglementaire du Premier ministre, découlant directement de l'article 83 de la Constitution. Structuré en 7 chapitres, vise à renforcer la clarté juridique, la cohérence de l'action gouvernementale et la transparence administrative. Il précise d'abord le principe général de compétence du Premier ministre, chef constitutionnel de l'administration, qui exerce également le pouvoir réglementaire pour 1. Assurer l'exécution des lois et décisions de justice, 2. Diriger et coordonner l'action publique, 3. Harmoniser l'action du gouvernement. La plénière a aussi permis d'adopter la proposition de loi organique fixant la liste des fonctions civiles auxquelles le Premier ministre nomme, ainsi que la proposition de loi ordinaire fixant les autres titulaires de fonctions soumises aux dispositions de l'article 79 de la Constitution. Le Premier ministre a visité 2 unités industrielles de fabrication de médicaments à Manéa et Moribaya, à des investissements salués par le chef du gouvernement et qui traduisent la volonté des autorités de renforcer la production locale et de réduire la dépendance aux importations. Compte rendu Hadi Kamara du bureau de presse de la primature. Très tôt ce matin, le Premier ministre chef du gouvernement s'est rendu à Manéa Bentouraya.
Ici, l'air est filtré, les gestes sont précis. Dans cette unité industrielle, on ne fabriquera pas de simples produits, mais des biens de première nécessité, des sérums, du paracétamol, des solutions comme l'Uracell pour lutter contre la déshydratation infantile. Amadou Ouriba observe, puis il questionne. Et l'ingénieur donne des explications. Nous allons produire des sérums, donc sérum salé, sérum glucosé, ringer lactate. Nous allons produire aussi d'autres formes de perfusables, comme par exemple le ciprofloxacine, métronidazole, paracétamol, qui sont tous des perfusables. Cap sur la sous-préfecture de Mouribaya, située dans la préfecture de Forêt-Caria. Le paysage industriel change, mais l'objectif reste le même. C'est une unité qui va produire une large gamme de comprimés génériques, des médicaments essentiels qui doivent devenir accessibles à tous. Pendant un an, a fait 120 produits lorsqu'on commence la production. Pendant un an, 120 produits, ça va couvrir la consommation de la Guinée de ces produits-là. Après une année, la Guinée va arrêter à importer le 120 produits-là que nous avons produits dans notre usine. Adossé à une politique de développement industriel, le Premier ministre chef du gouvernement rappelle que le privé apporte l'innovation et l'efficacité pour faire de la Guinée un hub de la production pharmaceutique. Les unités industrielles pourront nous permettre d'exporter des produits made in Guinée dans les pays environnants et peut-être pas demain ou après-demain pour aller plus loin. Donc c'est un processus extrêmement important qui cadre parfaitement avec la vision stratégique du président de la République qui s'inscrit dans le cadre du programme Simandou 2040, à savoir avoir une économie diversifiée qui permet de créer des nouvelles chaînes de valeur, d'encourager l'employabilité des jeunes. Et je pense que c'est un cercle vertueux qui est en train d'émerger, d'où la nécessité pour les pouvoirs publics, à tous les niveaux, de changer et d'aller dans un autre mindset pour encourager l'investissement à l'intérieur du pays. Et je pense que ces exemples montrent qu'il y a des personnes de nationalité guinéenne ou étrangère qui se donnent la peine d'investir en Guinée. Cette vision rejoint celle d'autres grands projets structurants pour le pays où la coopération entre l'État et les investisseurs est cruciale pour le développement tout en créant des emplois. De son côté, la ministre de l'Industrie et des PME a récemment procédé au lancement officiel des activités de l'usine de fruits de Kankan. Dr Diaka Sidibé a exprimé l'engagement du gouvernement à réaliser des unités industrielles à travers tout le pays. Pour plus d'informations, suivez cet élément de reportage de Ali Badara Kondé. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour l'agro-industrie en Haute-Guinée. À Kankan, précisément dans le quartier Kankankoura, l'usine Guinea Fruits Corporation démarre officiellement ses activités sur l'impulsion des autorités du pays. La ministre de l'Industrie et des PME, Dr Diaka Sidibé, est revenue sur l'engagement du gouvernement. La relance des unités industrielles en République de Guinée est d'abord une initiative présidentielle sous le leadership du président Mamadi Doumbouya qui, depuis les premières heures, a compris que l'industrialisation est un levier stratégique de développement pour notre nation. Nous avons procédé à la mise en marche des machines de l'unité afin de procéder à ce premier prélancement test pour nous. Notre département travaille depuis plusieurs mois maintenant afin que la relance des unités industrielles soit une réalité. L'objectif primordial de lancer ces unités industrielles à travers le pays est d'encourager la transformation locale des fruits et renforcer la chaîne de valeur agricole. Cette unité, comme vous le savez, qui aide beaucoup les planteurs, qui a une importance capitale pour les planteurs. Et sur le marché aussi de consommation, vous savez bien
que les jus qui se trouvent sur le marché, généralement, ce sont les mélanges chimiques. Et le jus produit à Kankan est naturel. Cette unité industrielle va non seulement soutenir des agriculteurs locaux, mais aussi contribuer au développement économique de la Haute-Guinée. J-1 de l'élection présidentielle en Guinée, le ministre des Affaires étrangères a rencontré les observateurs électoraux accrédités en Guinée, un groupe de délégués dont la Mano River Union, la CEDEAO, l'Union africaine et l'Organisation internationale pour la francophonie. Le point avec Makeme Donzo et Sekou Sissoko. Une visite de courtoisie pleine de sens, de responsabilité et de respect, le tout dans une ambiance totalement détendue. À quelques heures du vote, au compte de l'élection présidentielle, dans cette salle, des émissaires de plusieurs organisations internationales reçoivent le chef de la diplomatie guinéenne pour une séance de travail. Dr Kouyaté les invite à remplir leur mission en toute transparence et à dénoncer toute immixtion dans leur travail. Vous avez un groupe ici qui est déterminé de vous accompagner sur les offres que vous avez faites. Parce qu'on est arrivé jusqu'ici par la volonté du gouvernement. Ça, c'est sûr. Ça ne veut pas dire qu'on est là pour appuyer le gouvernement, mais certainement, on était arrivé ici, on était bien accueillis, on se sent guinéen. Hein? Donc, pour nous, nous souhaitons qu'on va terminer ce processus bientôt et on aura des résultats acceptés par tout le monde. Sanda Kouyaté, c'est une personnalité qui a mené la politique étrangère de ce pays jusqu'à ce point très 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 décisif de la fin des transitions, et je crois que soyez les bienvenus chez nous. Merci. Ouais, nous sommes là en train de voir comment on peut mieux vous accompagner pendant ce processus électoral demain et après. En rappelant le rôle crucial joué par chaque institution, le chef de la diplomatie guinéenne a salué la franchise de la collaboration et le respect du choix de chaque parti. Je suis venu pour dire une seule chose. Le chef de l'État, le gouvernement et le peuple de Guinée vous remercient pour votre accompagnement. Depuis le 5 septembre 2021, la Guinée a dialogué avec vous tous. Avec certains beaucoup plus, avec d'autres beaucoup moins. Mais qu'à cela ne tienne, l'essentiel est que vous soyez là aujourd'hui pour nous aider à parachever cette transition. Je voudrais vous rassurer que vous êtes libre et surtout vous êtes dans votre pays. N'hésitez pas. S'il y a quoi que ce soit qui ne marche pas bien, n'hésitez pas à le signaler. C'est une expérience que nous sommes en train de mener et encore une fois, bienvenue à la maison, bienvenue chez vous. Et je suis sûr et certain que le lundi, nous serons tous soulagés. Et je le souhaite et je prie Dieu que cela se passe comme ça. Des institutions dont la République de Guinée est pour la plupart membre fondateur. Un rappel nécessaire à un moment où Conakry s'apprête à refermer la parenthèse de la transition. Je vous l'annonçais dans les titres, les acteurs en charge de l'organisation de la présidentielle face à la presse, devant les médias, les responsables des différentes institutions ont abordé chacun à ce qui le concerne toutes les questions sur l'organisation du scrutin de ce 28 décembre. Par ailleurs, les journalistes ont été appelés à faire leur travail de façon professionnelle pour le bon déroulement de la journée électorale. Amadou Touré, Abdul Razak Souma. La haute autorité de la communication HAC, l'Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel et des élections au NASUR et la Direction générale des élections DGE constituent trois institutions importantes dans l'organisation du scrutin présidentiel. Chacune, en ce qui la concerne, a joué sa partition dans la planification d'une série d'activités concourant à la réussite de l'élection de ce dimanche. C'est pourquoi, en cette veille de la date du 28 décembre, jour du vote, leurs responsables ont animé cette conférence de presse pour passer au peigne fin l'ensemble des étapes préparatoires du scrutin. Ce que le journaliste peut, c'est de rapporter les procès-verbaux affichés. Ça, c'est au niveau du bureau de vote. Si la commission de centralisation, comme
c'est de coutume, centralise et affiche à son tour le procès-verbal au niveau d'une circonscription, la presse doit le reprendre. L'ONASUR est déjà rassuré quant à la préparation pratique de ces élections, l'organisation matérielle, la communication qui suit par la HAC, mais surtout l'adhésion des populations sur l'évolution des préparatifs. Et les 500 superviseurs que nous avons recrutés, initiés à la méthodologie de la supervision, travaillent sur l'observation, l'évaluation et pas d'intervention. Incidemment, ces évaluations nous sont remontées et nous permettent, après la proclamation des résultats provisoires, d'intervenir maintenant auprès de la Cour suprême pour le rapport final d'appréciation. Pour sa part, la directrice générale des élections, Mme Kamara Dienebou Touré, a rassuré. Puisque l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication est admise par la loi, en 48 heures, nous allons proclamer les résultats provisoires. C'est ça notre défi. Et j'ai expliqué derrière tout le travail qui a été fait pour relier les 33 préfectures à Conakry en termes de connexion sur fibre optique. Et je suis dans cette salle, on m'envoie des messages. Il faut que vos directeurs mettent le caméra dans les groupes pour les antennes, pour relier l'information. Donc nous allons relever le défi. Cette rencontre avec la presse nationale et internationale vise à faire toute la lumière et marquer la transparence démocratique autour du processus électoral à quelques heures du scrutin. Et puis cet arrêté à 2025-1397 MATD CAB SGG portant fermeture temporaire des frontières et restriction de la circulation des engins le jour de l'élection présidentielle le 28 décembre 2025. Le ministre, vu la Constitution, arrête. Article 1er. Pour des raisons de sécurité publique et afin d'assurer le bon déroulement de l'élection présidentielle, les frontières terrestres, aériennes et maritimes sont fermées le dimanche 28 décembre 2025 de 5h00 à 19h00. Article 2. La circulation de tout véhicule automobile, moto et tricycle est interdite sur l'ensemble du territoire national le dimanche 28 décembre 2025 de 6h00 à 18h00. Article 3. Sont exclus de cette interdiction les véhicules des forces de défense et de sécurité planifiés dans le dispositif, les véhicules de la Direction générale des élections et de l'ONASUR, les ambulances, les véhicules de secours. Article 4. À titre exceptionnel, un laissez-passer codifié est délivré à certains usagers par le poste de commandement opérationnel de sécurité intérieure et la Direction générale des élections en cas de nécessité dûment justifiée. Article 5. Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s'expose aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. Article 6. Les gouverneurs, préfets, sous-préfets, présidents de délégations spéciales et le poste de commandement opérationnel de sécurité intérieure et ses démembrements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Article 7. Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 27 décembre 2025, signé M. Ibrahima Khalil Condé. À l'approche de l'élection présidentielle prévue ce dimanche 28 décembre, le commandant des forces de sécurité intérieure, le général Bala Samoura, a officiellement présenté le dispositif de sécurité destiné à assurer le bon déroulement du scrutin. Cette présentation s'est déroulée dans la salle d'état-major du poste de commandement opérationnel de sécurité intérieure. Adjudant-chef Aboubakar Kamanou, correspondant de la presse militaire. À l'approche de l'élection présidentielle prévue le dimanche 28 décembre 2025, le commandant des forces de sécurité intérieure, le général Bala Samoura, a présenté le dispositif de sécurité mis en place pour assurer le bon fonctionnement du scrutin.
La cérémonie s'est tenue dans la salle d'état-major du poste de commandement opérationnel de sécurité intérieure PCOSI et a réuni des hautes autorités de l'État, dont le Premier ministre, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, ainsi que le chef d'état-major général des armées, d'autres généraux et officiers supérieurs de la Commission nationale de défense et de sécurité CNDS. Le général Bala Samoura a souligné que le dispositif couvre toutes les phases du processus électoral, de la période préélectorale jusqu'à l'investiture du président élu. Il intègre les recommandations tirées du retour d'expérience du référendum précédent, tout en prenant en compte le contexte sécuritaire national et régional. Cette approche vise à améliorer la coordination entre les forces engagées et les acteurs impliqués dans la conduite de l'élection, garantissant ainsi un commandement unifié à tous les niveaux opérationnels. Ce dispositif couvre toutes les phases du processus électoral, de la planification à la sécurisation des activités de la Direction générale des élections, des activités des différents candidats, du vote lui-même, de la sécurisation des opérations de centralisation des résultats, de la sécurisation de la proclamation des résultats jusqu'à l'investiture du président élu. Je tiens à vous rassurer que chaque citoyen pourra voter librement dans son bureau de vote, que les bureaux de vote et le matériel électoral seront sécurisés, que les forces de défense et de sécurité agiront dans le respect des lois et des droits humains. La sécurité de ce scrutin dépend non seulement de nos forces de défense et de sécurité, mais également de vos attitudes, de celles des acteurs politiques, ainsi que du respect mutuel entre tous les Guinéens. Je vous demande de continuer à faire preuve de civisme et de responsabilité durant cette période cruciale, en respectant scrupuleusement les consignes de sécurité générale jusque-là observées au cours de cette campagne électorale, laquelle s'est déroulée sans incident, sans blessés et sans dégâts matériels. S'agissant des forces de défense et de sécurité, je leur adresse mes vives félicitations pour leur professionnalisme et les exhorte à maintenir la même rigueur et le même sens de devoir dans l'exercice de l'ensemble de leur mission. Toutefois, je rappelle fermement que toute tentative de troubler l'ordre public ou la cohésion nationale pouvant compromettre le bon déroulement de l'élection présidentielle sera traitée avec rigueur et conformément à la loi. Nos forces de défense et de sécurité sont prêtes et déterminées à accomplir leur mission. Votre mission, assurer l'intégrité territoriale de la République de Guinée, assurer également, disons, la stabilité des institutions. Nous engageons un processus nouveau dont le résultat pour l'essentiel sera mis au compte, disons, de l'attitude des forces de défense et de sécurité de la République de Guinée d'avoir su gérer une transition politique, d'avoir su éviter des écueils, des pièges qui auraient amené le pays à se retrouver encore avec ses démons du passé. Pour garantir l'efficacité de cette mission sécuritaire majeure, plusieurs actions préparatoires ont été entreprises. Cela inclut le renforcement du maillage territorial par la création de nouvelles unités, des exercices de simulation pour gérer d'éventuels incidents, ainsi que des séances d'entraînement spécifiques pour chaque composante des forces de sécurité, y compris le GIGN, unité d'élite de la gendarmerie spécialisée dans les interventions en situation de crise grave et la lutte contre le terrorisme, ainsi que les unités de maintien de l'ordre. Le dispositif a également été renforcé par une amélioration des capacités des services de renseignement, une augmentation des moyens logistiques, notamment au niveau du parc automobile de la gendarmerie nationale, de la police nationale et de la protection civile, ainsi qu'une meilleure communication sur l'ensemble du territoire. Vous avez pris en compte
tous les aspects qui concourent à une planification réussie pour aboutir sur un plan opérationnel que je pourrais appeler ici, pour le commun des mortels, la feuille de route que vous allez mettre en œuvre à compter d'aujourd'hui, d'ailleurs bien avant, jusqu'à la fin de l'élection présidentielle et au-delà. Et vous avez pris en compte également le contexte régional. Et vous avez engagé l'ensemble des forces de notre pays, qu'il s'agisse de l'armée, de la gendarmerie, de la police, de la douane, des conservateurs de la nature. Vous avez unifié tous ces gens-là pour sécuriser ces élections. Ça, c'est un aspect qui est fondamental. Et on est tous assurés que on peut aller voter tranquillement le 28 décembre 2025. Suite au décret de convocation du corps électoral, la présidentielle du 28 décembre 2025, en qualité du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, c'est avec un grand plaisir et une satisfaction entière d'écouter le déroulement de ce plan opérationnel qui me donne une satisfaction. Je parle sous la langue des observateurs nationaux et internationaux lors du scrutin référendaire, qui a donné une satisfaction entière à tout le peuple de Guinée, à tous les observateurs, suite à votre professionnalisme dans l'exécution de cette noble mission comme ça confiée. Je vous demande alors, de la manière dont vous avez exécuté la mission de sécurisation du référendum, je vous exhorte aux mêmes dispositions pour la présidentielle de 2025, le 28 décembre. À travers cette organisation, les forces de défense et de sécurité visent à créer un environnement sûr qui favorise l'expression démocratique des citoyens, tout en réaffirmant leur engagement à accompagner le processus électoral dans un esprit de paix, de neutralité et de professionnalisme. Pour donc marquer cet événement, la Guinée s'ouvre à l'observation électorale internationale accréditée par la Direction générale des élections. L'organisation Nouvelle Perspective Suisse annonce le lancement officiel de sa mission en République de Guinée. Reportage de Fatmata Batouli Diallo. Ce dimanche 28 décembre 2025, les Guinéens se rendent aux urnes pour choisir leur prochain président. Pour accompagner ce rendez-vous électoral majeur, la Guinée accueille la mission d'observation internationale Nouvelle Perspective Suisse, mobilisée pour contribuer au bon déroulement d'un scrutin libre, transparent et apaisé. La mission félicite la Direction générale des élections pour la qualité de l'accueil, de la disponibilité du dispositif logistique et professionnalisme. La mission note avec satisfaction l'attitude responsable de la population guinéenne et le climat globalement calme, apaisé, ayant marqué la campagne électorale sur l'ensemble du territoire national. Fondée sur les principes de transparence, de neutralité et de respect de la souveraineté nationale, cette collaboration se veut durable au-delà du seul cadre de l'élection présidentielle. L'observateur, il vient tout juste pour observer. Nous n'avons pas de suggestions à faire, nous n'avons pas à nous insérer dans tout ce qui se passe au niveau d'un bureau de vote. Nous venons tout simplement observer tout ce qui se passe et après l'observation, nous rendons compte à notre président. Nous effectuons une mission préélectorale pour vraiment nous affirmer pendant le rapport préliminaire et le rapport définitif, qui nous permet aussi de constater ce qui s'est passé avant les élections, pendant les élections et après les élections. Au total, la mission est composée de 41 observateurs internationaux et experts électoraux issus de 16 pays. Elle s'inscrit dans l'engagement constant de Nouvelles Perspectives Suisses en faveur de la démocratie, de la transparence électorale et de la paix.
présidentielle en Guinée, la dynamique œil du citoyen a lancé cette semaine la formation des formateurs des observateurs électoraux sur l'ensemble du territoire national. Contrairement au scrutin référendaire, la société civile guinéenne entend déployer cette fois-ci 8000 observateurs dans les bureaux de vote. Au total, 80 formateurs prennent part à cet exercice. Explication Abdoulaye Diallo. La dynamique œil du citoyen a lancé à Conakry la formation des formateurs, des observateurs électoraux déployés sur l'ensemble du territoire national. Avant leur déploiement sur le terrain, le président du CNOCS leur a adressé un message de sensibilisation et d'engagement. Il n'y a pas sur le terrain CNOCS, il n'y a pas Pécune, il n'y a pas Konasok, il n'y a pas Rose. C'est tout simplement des observateurs de la société civile guinéenne appelée dynamique œil du citoyen. Cela est extrêmement important, d'abord pour l'impartialité des actions que nous poserons et pour l'objectivité du travail que nous faisons ensemble. Pendant 2 jours, ces 80 formateurs seront outillés sur les mécanismes d'observation électorale et les outils de collecte des données. Une application numérique dénommée ODK a été mise en place afin de faciliter la remontée rapide et fiable des informations en provenance des bureaux de vote. Il y a un formulaire qui est dédié à l'ouverture du bureau de vote, un formulaire pour le déroulement et un formulaire pour la clôture. Et il y a un formulaire aussi sur les grilles d'incident. Les thématiques abordées par rapport à cette observation, il s'est agi d'abord d'expliquer ce qu'on appelle le guide de l'observateur. Il faut que chaque observateur puisse savoir comment est-ce qu'il doit se comporter sur le terrain afin de faciliter la tâche non seulement aux autorités locales, aux membres des bureaux de vote, mais surtout à ces semblables observateurs encore qui sont sur le terrain. À l'image du scrutin référendaire, Ange Gabriel Abba, président du CNOCS, annonce la mise en place très prochaine d'un dispositif d'observation électorale visant à garantir la crédibilité et la fiabilité de l'élection présidentielle prévue le 28 décembre prochain. Kézidougou place à la formation des formateurs des membres des bureaux de vote, une étape clé pour garantir la transparence et la crédibilité du scrutin. Cette session s'est achevée par la prestation de serment des participants. Souleymane Kouyaté, Marwan Kamara. Durant 10 jours, les formateurs des agents électoraux de la préfecture de Kézidougou ont renforcé leurs compétences sur les différentes étapes du scrutin présidentiel à venir. Un programme de la Direction générale des élections pour rappeler le rôle et les responsabilités de chacun, mais aussi assurer une gestion transparente et crédible. Cette élection présidentielle revêt une importance toute particulière. C'est pourquoi aucun détail ne doit être négligé. Aucune approximation ne saurait être tolérée dans l'organisation de ce scrutin. Au nom de la commune, comptez sur vous, partagez ces espérances ici acquises aux membres des bureaux de vote pour qu'il y ait des élections transparentes, libres et apaisées. Au terme de ces 10 jours, les formateurs sont mieux outillés pour transmettre ces connaissances aux membres des bureaux de vote des différentes localités de la préfecture de Kézidougou avant le jour du vote. Au sortir de cette formation, nous sommes suffisamment outillés pour pouvoir démultiplier cette formation aux agents des bureaux de vote très prochainement. Vous avez l'honneur d'être choisi comme formateur. J'estime que vous avez mesuré à sa juste valeur la portée de la mission et vous pourrez supporter lourdement sur vos épaules les charges qui s'y attachent. Moment solennel de la journée, la prestation des serments. Debout, la main levée, les participants s'engagent à accomplir leur mission avec honnêteté, rigueur et respect des lois de la République. La prestation de serment est une promesse solennelle sur l'honneur, la dignité, l'honnêteté, l'indépendance et la sincérité. À travers cette initiative, la Direction générale des élections compte réduire les erreurs techniques et renforcer la transparence du processus électoral dans les préfectures du pays. Et puis les fils résidents et ressortissants de la région de Zérékoré unissent leurs forces pour le maintien de la paix et la consolidation du tissu social. En visite dans les différentes villes de la région, ils abordent des questions de fraternité et d'unité nationale. C'est un reportage de Isiaga Kamara et Amadou Bailobari.
Dans leur mission de consolider les acquis de la République et de maintenir la paix en région forestière, les fils résidents et ressortissants de la région multiplient les efforts pour créer des esprits fédérateurs encadrant la paix et le vivre ensemble. C'est dans cette optique que les sages, leaders religieux et patriarches reçoivent cette délégation pour dynamiser les actions du développement humain et durable à Zérékoré. Le message déjà est passé. On a dit le jour J, c'est-à-dire le 28 décembre. On va aller glisser librement son bulletin dans l'urne et après le vote, chacun va rentrer chez soi. Et on va attendre le résultat. Aujourd'hui à Zérékoré, on est en paix. Depuis que les dents sont venus devant la situation à Zérékoré, devant tous les mouvements à Zérékoré, et a regroupé tout le monde ensemble aujourd'hui à Zérékoré. La Zérékoré est devenue une ville de paix. À la sortie de cette rencontre, Dan Lama et sa suite se disent satisfaits de l'accueil qui leur a été réservé et de cette convergence d'état d'esprit sur la sauvegarde de la paix pour favoriser l'émergence socio-économique de la région. Les habitudes anciennes, nous sommes défaits de ça. On a mis fin à ça. Et c'est ce qui va prévaloir. Et toujours. Le patriarcat à Zérékoré renferme toutes les communautés. Vous avez les 11 communautés qui sont dans le patriarcat. C'est cela l'esprit du rassemblement. Ils ont œuvré dans ce sens bien avant l'heure. Ce qui fait qu'aujourd'hui nous nous inscrivons dans cette dynamique. Nous passons saluer nos pères, nos mères, nos frères et nos sœurs pour solliciter leur bénédiction et leur adhésion. Selon ces activistes, dans cette perspective de maintien de la paix et du développement durable, la dynamique va connaître un tremplin qui va permettre de toucher toutes les autres couches sociales, et cela à travers toute la Guinée forestière. Dans le Grand Conakry et à l'intérieur du pays, les acteurs de la société civile s'activent aussi à tous les niveaux. Dans ce tour d'horizon de notre rédaction, nous vous plongeons au cœur des échanges avec les émissaires de la CEDEAO et les préparatifs des agents sensibilisateurs de la région de Kankan, une mutualisation des efforts pour un scrutin présidentiel crédible et apaisé. Nabila Moussa Kamara. Au siège du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, les représentants de la CEDEAO rencontrent les responsables de la société civile sur les préparatifs du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025. Ils échangent sur les plans et dispositifs mis en place pour une élection apaisée. Nous sommes venus échanger avec eux sur le contexte électoral. Quelles sont leurs perspectives, comment ils analysent le contexte électoral, pour nous permettre de mieux préparer notre mission. Nous avons reçu cette délégation de la CEDEAO venue échanger avec nous sur les préoccupations de la société civile, mais aussi ils avaient des questions sur certaines réalités liées au contexte du pays. Autre action de la société civile, la Coalition nationale de Guinée pour les droits et la citoyenneté des femmes s'active dans la savane guinéenne. Dans son nouvel agenda, renforcer le dialogue communautaire pour une présidentielle sans violence. En réalité, le contenu du module ici, c'est sur les techniques d'animation, de sensibilisation et de communication. Qui veut déployer, n'est-ce pas, les agents sur le terrain, il faut qu'il donne d'abord des consignes permettant de bien véhiculer le message sur le terrain. Les messages qui sont en lien avec le processus électoral. De Kankan à Kouroussa, même renforcement de capacité des agents sensibilisateurs pour prévenir les risques électoraux. Les nouvelles orientations s'intéressent aux femmes et les enfants, deux couches vulnérables. Nous pensons qu'au sortir donc de cette session de formation, nos agents seront aptes à réaliser effectivement nos vœux, ce que nous voulons, ce que nous attendons d'eux dans le cadre de la sensibilisation des citoyens pour une élection apaisée sans violence. Après ces élections, quoi qu'on en dira, on dira qu'un Guinée a été élu quand même. Donc nous, ça nous galvanise dans notre position pour que les gens sachent que c'est juste le Sénégal qu'on est en train d'organiser. Après les salles, la campagne de porte-à-porte s'intensifie sur le terrain. Face aux discours de haine, aux rumeurs et autres formes de manipulation, les avantages de la discipline et le calme pendant le scrutin sont expliqués pour que règne la stabilité à tous les niveaux. Dans l'actualité toujours, les promoteurs de la paix et le collectif des anciens premiers ministres ont organisé une cérémonie de prière au centre islamique de Donka. La démarche vise à implorer Dieu afin qu'il accorde à la Guinée la paix et la quiétude sociale avant, pendant et après les élections. Mikini Moussa Kamara, Ibrahima Oulem Fofana.
Les instances religieuses, catholiques et musulmans prient et appellent à des élections apaisées en Guinée. C'est une conception de la structure, les promoteurs de la paix et ses partenaires qui accordent du prix à la stabilité sociale de notre patrimoine commun, la Guinée. Cette cérémonie était placée sur la présence d'honneur de sa sainteté l'archevêque de Conakry. Nous avons voulu que ce soit une communion de tous les fils et filles de la Guinée, quelle que soit leur religion, de façon qu'il y ait un appel collectif à la paix, à l'unité, à l'entente dans le pays, avant, pendant et après les élections. Et c'est dans ce cadre-là qu'un certain nombre de citoyens, que nous appelons les promoteurs de la paix, y compris les anciens premiers ministres, se sont joints pour cotiser gratuitement, financer ceci et surtout décider qu'après la lecture du Coran, les vrais sacrifices seront destinés aux déshérités de notre pays. Le premier ministre, le général Lansana Conti. Nos anciens premiers ministres se sont engagés auprès de l'actuel patron de la primature dans le processus de paix. Nous sommes persuadés que la paix est garantie en Guinée pour toujours. La prière et les appels à la paix sont une réponse forte de la société civile et religieuse guinéenne à l'enjeu de la stabilité du pays lors des périodes électorales. Cet événement inédit est l'œuvre des citoyens qui ont estimé que la situation actuelle de notre pays mérite les prières ferventes de toute congrégation religieuse afin que le Tout-Puissant préserve notre pays de tout écueil avant, pendant et après les élections présidentielles. Vous êtes au cœur des missions qui sont assignées au département des affaires religieuses par le président de la République, M. Mamadi Doumbouya. Donc, en organisant cette grande rencontre, appuyée par les prières, la lecture du Saint-Coran, vous avez confié la Guinée à son Créateur. Ces prières visent à éviter le retour des violences, des destructions humaines et matérielles associées aux élections précédentes de ces dernières décennies en Guinée. À la veille du scrutin présidentiel en Guinée, une conférence islamique s'est tenue à Conakry. Elle a réuni des érudits venus de l'Afrique de l'Ouest et des États-Unis d'Amérique. L'événement est placé sous le signe de la paix et de l'unité nationale. Plus de détails avec Marwan Kamara. À l'esplanade de la grande mosquée Faisal de Conakry, ils sont venus nombreux, les fidèles musulmans, pour assister à cette conférence islamique internationale. Parmi les invités, 3 grands prédicateurs venus des pays d'Afrique de l'Ouest et des États-Unis d'Amérique. Ces grandes figures religieuses sont venues se joindre aux Guinéens pour multiplier des sensibilisations et des prières en faveur de la quiétude sociale en cette période électorale. Après le président de l'association de Grand Manding, en l'occurrence El Hadj Wassaba Laye Sidibé, qui nous a fait cet honneur d'apporter aussi notre contribution à la consolidation de la paix. Nous ne sommes pas venus prêcher la paix, mais nous sommes venus soutenir la paix qui existe déjà entre les fils et filles de la Guinée, surtout dans le contexte électoral. Placée sous le signe de la paix et du vivre ensemble, cette conférence islamique appelle à la retenue, au dialogue et l'acceptation des résultats présidentiels issus des urnes. Nous remercions particulièrement l'association Grand Manding de nous avoir invités à prendre part à cette activité. L'islam nous enseigne toujours 2 principes ou 2 droits qu'il faut connaître et mettre en pratique pour non seulement connaître des élections apaisées, mais aussi pour accepter les résultats des urnes. Ce que le peuple doit savoir et se rappeler que ce Dieu qui donne le pouvoir à qui il veut, il le retire à qui il veut, il élève qui il veut et il humilie qui il veut. Quand Dieu décide quelque chose, quand tu vois ça, respecte ça, tu continues à respecter, parce que ça, c'est la volonté du bon Dieu. J'ai pris Dieu que le message la passe partout du bon, pas seulement la Guinée. Parce que quand tu parles ici aujourd'hui, ça part. C'est pourquoi on a fait ça, c'est une façon de contribuer, même si tu es sûr de victoire, tout ça là, ben, cherche que c'est Dieu qui donne la victoire. Même si on est sur 100%, on est obligé de demander Dieu
d'essayer de nous pardonner, qu'on ne veut pas aucun problème dans ces pays-là. Quand le résultat tombe, c'est la volonté de Dieu. Un appel clair à la paix et à la responsabilité collective dans un contexte où l'acceptation des résultats électoraux demeure un enjeu majeur pour la stabilité de la nation. À quelques heures nous séparent donc de l'élection présidentielle et la jeunesse guinéenne se retrouve au cœur d'une vaste campagne de sensibilisation sous l'égide du Conseil national des jeunes de Guinée en toile de fond, promouvoir une bonne conduite avant, pendant et après la période électorale. Diarra Diallo, Aminata Kourouma. Après l'abbé Farana et Zérékoré, la campagne de sensibilisation du Conseil national des jeunes de Guinée se poursuit à Conakry où des jeunes de divers horizons sont invités à adopter des comportements responsables tout au long du processus électoral et à devenir des ambassadeurs de paix au sein de leur communauté. Participer à une élection est exercer un droit sacré, mais aussi un devoir citoyen. Cela exige maturité, respect et engagement. Souvent majoritaires lors des mobilisations politiques, les jeunes sont aussi les plus exposés aux manipulations et aux discours de haine. En les plaçant au centre du processus électoral, le Conseil national des jeunes de Guinée entend transformer ce défi en opportunité. Nous sommes jeunes, nous ne devons pas nous laisser manipuler par les politiques. Nous devons utiliser nos énergies pour construire la Guinée. Nous ne devons pas utiliser ces énergies fortes qui bordent en nous pour la détruire. Nous pouvons les rassurer qu'ils sont la bienvenue dans nos communes, dans notre commune Ratoma, et ils auront accès à toutes les familles pour la sensibilisation et ils auront des écoutes. La campagne du CNJ Guinée, soutenue par la Direction générale des élections et le ministère de la Jeunesse, s'achève ainsi. Les messages sont clairs: rejet de la violence, tolérance politique, vigilance face aux fausses informations et acceptation des résultats proclamés par les institutions compétentes. De leur côté, les ressortissants de Konya ont organisé une lecture du Saint-Coran pour la paix et le progrès de la Guinée. La cérémonie a connu la participation du patriarche Elhadj Sékou Linkonde, accompagné de plusieurs fidèles musulmans. Des précisions avec Yassila. À l'approche des élections présidentielles 2025, le Konya se retrouve autour du patriarche et doyen d'âge Sékou Linkonde. Implorer la grâce de Dieu pour la paix et la quiétude sociale en Guinée avant, pendant et après les élections présidentielles est le but de cette rencontre. Organiser cette lecture de Saint-Coran pour la prospérité de la Guinée et surtout pour la prospérité de la communauté Konya, pour que la paix règne en Guinée. Aujourd'hui, c'est la concrétisation de l'entente, de la paix à travers la désignation de certains de ses fils pour présider à sa destinée. Les ressortissants de Konya invoquent les noms glorieux de Tout-Puissant Allah pour la paix entre les fils et filles de la communauté à Conakry et partout ailleurs. Le président de la République, que grâce à lui, grâce à l'exemple qu'il a donné au peuple, nous sommes heureux de reconnaître que nous sommes aujourd'hui à l'aise. Et c'est grâce à lui. Le bénissons. Désormais, sous la conduite de Ibrahim Kourouma, président de la coordination nationale, et son adjoint Mohamed Kamara, les ressortissants de Konya regardent la même direction pour la paix et le développement. Pendant ce temps, sur un autre plan, le Fonds de développement social et de l'indigence a bouclé et abouqué sa campagne de remise des titres de prise en charge sanitaire aux malades indigents. Là-bas, des malades sélectionnés dans toutes les préfectures de la région ont bénéficié de ces documents. L'idée est d'assister les plus démunis en termes de soutien sanitaire. Moussa Kouyaté. C'est ici, dans la salle de conférence de la préfecture, que les malades indigents de la région de Boké ont reçu leur titre de prise en charge sanitaire. L'événement a mobilisé autorités locales et cadres du Fonds de développement social et de l'indigence. Visiblement émus et fatigués par la maladie, les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit du chef suprême des armées.
Je vous remercie pour m'aider à notre papier. Je vous remercie le président, je vous remercie très 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 fort. Il n'y a pas de moins. Nous sommes désormais dans un pays où l'État protège. Nous sommes désormais dans un pays où l'État ne promet pas, mais il agit. Où le président de la République ne parle pas, mais il pose des actes. Nous sommes désormais dans un pays où l'humain est au centre de la préoccupation des politiques publiques. Pour les autorités locales, ces efforts doivent se poursuivre pour sauver davantage de citoyens en manque de moyens. Je demande à ce que l'équipe descende dans les autres communes de la Guinée, de la commune, de la préfecture, de la région, les villages les plus reculés. Il y en a encore des indigents qui sont en train de certainement mourir par manque de prise en charge, de possibilité de se traiter à l'intérieur du pays. Le moment que nous partageons aujourd'hui est également un appel à la responsabilité collective, un appel à préserver l'esprit de solidarité qui fonde l'identité de la région de Bouquet et à poursuivre ensemble une action commune orientée vers la protection de celles et de ceux qui ont le plus besoin de soutien de la nation. Durant 3 semaines, les agents du Fonds de développement social et de l'indigence ont sillonné les 7 régions administratives du pays pour porter assistance aux malades indigents. Des personnes qui sont dans des situations difficiles et qui méritent un suivi attentif et particulier. Autre titre de ce journal, face aux dangers qui guettent les enfants dans les lieux de loisirs, l'Office national des loisirs, la police, la justice et les tenanciers des lieux de loisirs parlent de la protection des mineurs. Objectif, faire respecter la loi et garantir aux enfants un environnement de loisirs sain et protecteur. Des précisions avec Marie-Angélique Bangoua. Quelques semaines plus tôt, le tribunal pour enfants de Conakry publiait un communiqué strict interdisant les sorties nocturnes des mineurs à des heures tardives. Une décision motivée par la montée des risques auxquels sont exposés les enfants. Dans le prolongement de cette mesure, l'Office national des loisirs ONL, en synergie avec les services judiciaires et les forces de sécurité, a réuni les acteurs du secteur des loisirs pour une séance d'échange et de sensibilisation. Ces lieux de loisirs peuvent générer assez de revenus entre 8h et 19h ou 20h. Et pour tous ceux qui peuvent tirer de ces mineurs-là, ça peut se passer là parce que c'est pourquoi il y a des loisirs pour enfants. Nous avons également échangé avec ces tenanciers-là, mais également les services de sécurité pour parler des enfants surtout qui sortent sans accompagnement parental. Cette rencontre a permis à l'ONL de rappeler aux tenanciers d'établissements de loisirs le contenu et l'esprit du Code de l'enfant, ainsi que les directives fermes du parquet spécial du tribunal pour enfants de Conakry. Gérer un parc d'attractions, c'est orchestrer le plaisir, c'est donner du plaisir aux enfants, c'est un métier vraiment gratifiant. Aujourd'hui, je suis édifiée parce que je sais à présent que je ne dois plus recevoir des enfants non accompagnés dans mon parc d'attractions. Il revient à chaque parent de prendre sa responsabilité, de contrôler les actions, les mouvements de ses enfants. Alors tout parent qui laisse abandonner, que ce soit les parents, que ce soit toute personne qui a une autorité légale sur les mineurs, a l'obligation d'y veiller au grain. Une ligne rouge est désormais tracée pour protéger les enfants de Guinée. Désormais, après 22 heures, aucun mineur ne doit se retrouver seul dans un lieu de loisirs. C'est une grande avancée majeure pour l'éducation nationale. La transformation numérique du système éducatif devient de plus en plus une réalité en Guinée. Dans la région de Mamou, plus de 3000 tablettes sont mises à la disposition des enseignants. Pendant 3 jours, ils apprennent comment naviguer sur la plateforme numérique contenant de nouveaux programmes. Abdelaziz Baldé. C'est une valeur ajoutée immense pour le système éducatif en Guinée. Après la révision des programmes et sa mise à disposition, maintenant place à la distribution de tablettes numériques dans les différentes écoles du pays. À Mamou, une 50aine des enseignants venus de plusieurs préfectures prennent part à l'utilisation de l'Army Passport, une plateforme numérique
développée par le MIPUA. Nous attendons à l'issue de cette formation que les participants puissent être vraiment capables d'utiliser cette plateforme à travers leurs propres tablettes, leurs propres ordinateurs, leurs propres smartphones pour d'abord préparer les leçons ou alors pour encore réviser, voir aussi comment d'autres enseignent et en même temps et aussi comment utiliser cette plateforme en situation de classe pour enseigner les élèves. Plus de 3000 tablettes sont distribuées pour 100 écoles publiques pour cette première phase. Elles renferment tout le support pédagogique produit par les cadres du NURAP. À l'occasion de cette révolution, plus de 1000 contenus pédagogiques sont déjà embarqués et numérisés dans les tablettes. Les nouveaux manuels scolaires pour les classes de CP1 et de CP2 sont numérisés en français, maths, sciences et technologies. Un enseignant qui n'a pas le manuel physique, s'il a accès à la plateforme, il pourra exploiter ces manuels, apprendre ce qui est dedans et former ses élèves. C'est une nouveauté, c'est une révolution. Cette approche de compétences permet aux enseignants comment naviguer sur la plateforme. Parallèlement à Mamou, les enseignants des régions de Kankan, Farana et Zérekoré sont aussi outillés à l'utilisation des tablettes numériques. Après les préfectures de Kindia, Koya et Télémélé, l'érudit de Kindia s'est rendu à Boké où il a communié avec les chefs religieux dans la fraternité et la solidarité humaine. Avant de les quitter, Elhaj Abdul Wakil Almami Keïta leur a offert plusieurs engins roulants. Reportage de Nabi Kamar. 2 véhicules 4x4, l'un pour le secrétaire général de la Ligue islamique préfectorale de Boké, l'autre pour l'inspecteur régional, et des motos pour leur démembrement dans les sous-préfectures. C'est ce geste que l'érudit de Kindia a fait ce 25 décembre 2025 au chef religieux de Kakandé. C'était à la clôture de la grande cérémonie de sensibilisation et de prière pour la paix en Guinée, sous l'égide du nouveau gouverneur de la région administrative de Boké. Je viens vous saluer et vous féliciter pour tout ce que vous faites pour la promotion de la paix et pour l'islam dans le Kakandé. En même temps, je demande de contribuer à prier pour notre cher pays et l'ensemble de ses fils pour la consolidation de leur fraternité dans la paix et l'unité nationale. Les bénéficiaires de ces engins roulants saluent la générosité de Elhaj Abdul Wakil Almami Keïta qui contribue grandement à la préservation de la paix et au rayonnement de l'islam en Guinée. Elhaj Abdul Wakil Almami Keïta est une chance pour la Guinée en général et en particulier pour la Basse-Côte. Ce qu'il est en train de faire pour les chefs religieux est une première dans cette région. Dieu soit loué. L'érudit de Kindia, Elhaj Abdul Wakil Almami Keïta, poursuit ainsi ses œuvres humanitaires et entreprises dans la région administrative de Kindia depuis plusieurs années déjà. Dans un autre registre et pour terminer, célébration de la fête de Noël au jardin du 2 octobre. C'est une initiative du gouvernorat de Conakry pour donner du sourire aux tout-petits, l'occasion d'offrir des cadeaux aux enfants pour contribuer à leur épanouissement. Reportage Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. Le jardin du 2 octobre a mobilisé du beau monde à l'occasion de la fête de Noël qui commémore la naissance de Jésus-Christ. Dans cet espace de divertissement, la mobilisation est assurée par le gouvernorat de Conakry pour partager la magie de Noël. Cette célébration consiste à offrir du sourire aux enfants à l'orée de la nouvelle année. Le président de la République, il considère l'ensemble des Guinéens de la même façon. C'est ce qui fait l'objet de la remise que vous avez vue ici aux enfants, comme le souhaite notre président, M. Mamadi Doumbouya. Lors de cet événement culturel, des jouets et plusieurs autres cadeaux ont été distribués aux enfants. C'est pas tous les jours qu'on reçoit des cadeaux. Je suis très contente pour Madame la gouverneure parce que ce qu'elle a fait, c'était un très bon geste de donner des cadeaux à tout le monde. On ne s'attendait pas à cela. La gouverneure nous a offert beaucoup de cadeaux aujourd'hui. Donc nous disons un grand merci. À travers cette ambiance de fête, le gouvernorat de Conakry entend poursuivre cette activité en vue de contribuer à l'épanouissement de la petite enfance. Voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site, le www.rtgguinée.info. Je vous dis à très vite.